Salam alaikum. Donc, on va parler d'infection à CMV. Avant, je suis honoré, ravi, et je remercie Khalid Benani qui fait ses GIPT, donc les Journées internationales de Patrick Tougnon, et c'est comme ça qu'il les a appelés lui. Et donc, du coup, je te remercie infiniment pour cette invitation. Alors, je vais faire comme Ousmane, je vais vous poser quelques questions. À votre avis, la séroprévalence du CMV dans le monde, elle est de 1 à 2%, 10 à 20%, 50%, 80 à 90%. Alors, quelle réponse? A, B, C, D? Dans le monde, dans la population générale, les hommes, les femmes, adultes. C'est D, 80 à 90%. Question numéro 2. Dans les formes asymptomatiques, 100% des enfants sont normaux, 80% sont normaux, 50% sont normaux. C'est des enfants asymptomatiques qui ont une infection et une séroconversion chez la mère et les enfants naissent nickel. Vous les examinez, ils sont strictement normaux à la naissance. Est-ce qu'ils, dans leur devenir, est-ce qu'ils seront 100% normaux, 80%, 50%, 20%? Réponse A. Réponse B. Parfait, vous avez raison. Réponse B. Alors, c'est une pathologie extrêmement répandue dans le monde. Vous voyez, malheureusement en Afrique, à part l'Afrique du Sud, nous n'avons pas d'idées sur la séroprévalence. Mais là où on a des idées sur la prévalence, vous voyez, c'est entre 80 et 90%. Et dans les pays qui sont en bleu clair ou bleu sombre, si vous voulez, la prévalence est de 50 à 60%. Pourtant, quand on regarde ces pays-là, vous voyez, à côté de là, vous avez la séroprévalence et juste à côté, il y a les rangs. Et dans les rangs, vous avez à ce moment-là la prévalence d'infections néonatales. Et là, vous avez à ce moment-là, vous voyez, entre 0,5 et 1,5, voire même 2% d'infections congénitales. Et le CMV congénital, c'est la première cause de retard mental chez l'enfant aux États-Unis. Au même titre que la trisomie 21, au même titre que, vous voyez, donc... Et c'est une pathologie qui est très peu connue. Quand on pose la question aux femmes s'ils connaissent le CMV congénital, vous voyez combien de femmes qui connaissent le CMV congénital. C'est la pathologie la moins connue par rapport, par exemple, quand on leur pose la question sur le spina bifida, par rapport au HIV, par rapport aux autres pathologies congénitales. Ils ont une énorme connaissance des autres pathologies par rapport à l'infection CMV, qui est la principale cause de retard mental chez l'enfant. Donc là, vous avez bien répondu. L'incidence, donc la séroprévalence d'environ 40%, mais probablement sous-estimée. La plupart des études montrent entre 80 et 85%. Mais il y a des endroits où elle est de 100%. C'est un virus à herpès, de la famille des herpès, ce qu'on appelle le herpès virus 5, qui a une latence longue, donc une élimination très très prolongée. La plupart des formes, 90% des formes, sont asymptomatiques chez l'adulte. Et la virémie et la virurie sont très prolongées. La transmission est exclusivement interhumaine. Il n'y a pas d'animal porteur qui transmet à l'homme. Transmise par la salive, les urines, bien sûr, toutes les sécrétions. On ne connaît pas actuellement le mécanisme de transmission de la mère à l'enfant. On sait qu'il y a une placentite, mais on ne sait pas si c'est à travers la placentite qu'il y a un retentissement sur la circulation fœtale avec l'installation du retard de croissance intra-utérin et les autres pathologies. En tous les cas, on ne connaît pas très très bien le mécanisme physiopathologique. On sait également qu'il y a des variations donc, de la séroprévalence en fonction de l'ethnie, en fonction surtout du niveau socio-économique. Plus on est pauvre, plus on a un risque énorme de transmettre le CMV, enfin de faire circuler le CMV dans la famille. Plus on est riche, moins on a de risques. Et quand on regarde cette étude américaine qui est assez ancienne de 2009, on s'aperçoit que finalement les blanches non hispaniques ont moins de risques, ont moins de séroprévalence, moins de risques d'avoir des infections congénitales à CMV que les noirs ou les hispaniques. Les facteurs de risque maternel, on sait maintenant à peu près
on connaît un tout petit peu plus sur le statut immunitaire. On sait que, par exemple, dans le cadre d'une primo-infection, il y a un passage transplacentaire qui est assez fréquent, 40%, alors que dans les réactivations ou les réinfections, le passage est faible. Pourtant, la plupart des enfants qui sont symptomatiques ou qui sont symptomatiques à CMV congénital, ils ne surviennent pas chez les femmes qui ont une primo-infection, mais plutôt dans le cadre de réinfection ou de réactivation. Pourquoi ? Parce que quand vous avez 80% de la population, 90% de la population qui est séroconvertie, donc ça veut dire qu'ils ont déjà des anticorps, il ne reste que 10 à 20%. Et cela, c'est une minorité, donc les infections surviennent préférentiellement chez celles qui sont la majorité. Donc un statut immunitaire en préconceptionnel, une femme qui est séropositive, ne prédit absolument pas que votre enfant qu'elle ne risque pas de transmettre le CMV à son fœtus. Donc, à la limite, on s'en fout du statut immunitaire de la femme. Voilà, donc les formes congénitales, je vous ai parlé de la prévalence et voilà, donc hop, je passe. Là, c'est une étude qui montre que si on prend 1000 nouveau-nés qui sont nés suite à une infection congénitale à CMV, vous voyez qu'à peu près 12,7%, je pense que j'ai une petite flèche ici, 12,7% qui seront symptomatiques et presque 90% qui seront asymptomatiques. Et parmi les symptomatiques, vous voyez, il y a à peu près 4%, si on calcule bien, 4% de décès. Et même ceux qui sont asymptomatiques, vous voyez qu'il y a un risque d'environ 12 à 13% d'enfants qui peuvent avoir des séquelles. Alors que ceux qui sont symptomatiques à la naissance, la moitié vont avoir des séquelles. Donc, un enfant qui est asymptomatique, qui n'a strictement rien à la naissance, qui est né dans un contexte de séroconversion maternelle, on ne peut jamais rassurer les parents. Jamais. Donc, parce que ce n'est pas possible de les rassurer. Quels sont les facteurs de risque ? Quand vous avez une mère qui est séropositive, ou bien quand vous avez autour, dans le contexte familial, d'autres enfants qui éliminent le CMV, parce que l'élimination du CMV peut durer des années dans la salive et dans les urines. Donc, lorsqu'un enfant naît, lorsque la femme est enceinte et qu'il y a d'autres enfants autour d'elle qui sont positifs, ou bien quand vous avez à un moment ou à un autre, donc tu étais en contact avec le CMV. Le diagnostic anténatal, il n'est pas facile, sauf si vous avez une femme qui a bien sûr une séroconversion. À ce moment-là, vous pouvez faire une ponction de liquide amniotique et vous allez regarder si vous allez retrouver le CMV. Une fois qu'on a le CMV, on va parler de la charge virale qui a très peu d'importance. En postnatal, la situation est un peu plus simple, c'est-à-dire que devant tout retard de croissance intra-utérin inexpliqué, on doit avoir le réflexe CMV, en particulier lorsque le PC est touché. À ce moment-là, dans ce cas-là, il faut faire quoi ? Il faut chercher, bien sûr, à l'examen clinique une hépatosplinomégalie, un ictère mixte, une pneumopathie interstitielle, même donc minime. Ça veut dire que automatiquement, si un enfant a un petit besoin minuscule d'oxygène, il faut faire une radio pour regarder s'il n'y a pas une pneumopathie interstitielle, regarder s'il a une thrombopénie et suivre l'évolution, en particulier par les tests d'audition. En anténatal, quand on a un doute, alors faut-il faire une écho ou l'IRM ? Il faut combiner les deux. Quand on regarde les valeurs prédictives positives et les valeurs prédictives négatives, ainsi que la sensibilité et la spécificité, on s'aperçoit que finalement, quand on combine l'écho et l'IRM, c'est là où on a les meilleures valeurs prédictives positives et négatives et de spécificité et sensibilité. Donc un seul ne suffit pas. Les explorations en anténatal, on est limité. On est limité par uniquement l'écho, l'IRM éventuellement fœtal, éventuellement ponction de liquide amniotique, et ça ne se fait pas tout le temps pour chercher la charge virale, éventuellement ponction du sang fœtal si les parents le souhaitent pour chercher la charge virale, mais ça se fait de moins en moins. En postnatal, c'est à la fois l'imagerie cérébrale, l'écho-TF peut suffire pendant les 3 ou 4 ou 5 ou 6 premiers mois. À partir de 6 mois, il faut éventuellement envisager de faire une IRM parce que le TF ne suffit pas, si on a un doute. La PCR dans les urines et la salive, et puis le dépistage auditif. Bien sûr, je vais en parler après. Et il faut savoir que quand on a un enfant qui a des troubles de l'audition, même à l'âge de 6 mois, 1 an ou 2 ans, si on a fait un test de Guthrie, on peut récupérer le Guthrie
3 ans plus tard, 3 ans, si le Guthrie a été fait 3 ans auparavant, ça veut dire que si l'enfant a moins de 3 ans, le Guthrie est récupérable et à ce moment-là, on peut regarder le statut de l'enfant à ce moment-là, s'il a fait ou non une infection ACMB. Le traitement antinatal, je vais vous montrer juste une diapositive parce qu'il est extrêmement discuté et discutable. Je pense qu'il est de plus en plus abandonné. Le traitement postnatal, il est simple. C'est l'aciclovir. C'est une forme d'aciclovir à la fois injectable ou orale. On a tendance à préférer maintenant l'utilisation d'emblée de valaciclovir par voie orale à la dose de 16 mg kg toutes les 12 heures. La durée du traitement est très discutable. Je vais vous montrer une diapo. Les formes asymptomatiques, on ne les traite plus. On traite uniquement les formes symptomatiques graves, c'est-à-dire avec atteinte neurologique, ophtalmique ou forme pulmonaire sévère. On ne traite pas du tout si un enfant a une hépatosplénomégalie, une thrombopénie, une leucopénie, une petite pathologie pulmonaire interstitielle, on ne le traite pas parce que l'efficacité, d'abord, n'est pas démontrée dans 100% des cas d'une part et d'autre part, les effets secondaires du traitement sont quand même assez élevés. Donc les formes de traitement symptomatiques, on traite par le valganciclovir, 16 mg kg toutes les 12 heures, je vous ai dit. Quand on traite, par exemple, cette étude montre la comparaison d'un traitement de 6 semaines versus 6 mois. Quand on traite 6 semaines, c'est en rouge. Vous voyez la baisse de la charge virale dès le début du traitement. Donc là, vous avez la charge virale qui baisse dès le début du traitement. À la fin du traitement, il y a une réascension de la charge virale de manière significative, alors que quand vous traitez pendant 6 mois, vous avez une baisse de la charge virale qui augmente à la fin du traitement de 6 mois. Ça veut dire que vous allez diminuer votre effet inoculum pendant cette période-là, mais il y a un risque de réascension du virus. Alors, est-ce que le traitement anténatal est efficace ? C'est une étude, donc là c'est une méta-analyse de 2023 qui montre quoi? À propos de 620 femmes qui avaient une séroconversion, on s'aperçoit que le valaciclovir utilisé en anténatal diminue de manière significative la transmission du virus au fœtus. La transmission du virus au fœtus. Mais on ne sait pas s'il diminue les formes symptomatiques et asymptomatiques, sachant que les formes même asymptomatiques, ils ont à peu près 10 à 20% de risque d'avoir une surdité. Donc le traitement anténatal est également discutable. Quand on suit ces enfants, il faut bien sûr organiser le suivi sur les 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, même jusqu'à maintenant, il y a des suivis qui sont publié jusqu'à l'âge de 19 ans, essentiellement pour l'acuité auditive. On sait, bien sûr, il faut un examen clinique, un fond d'œil, un ETF à la naissance. On prévoit une IRM à 6 mois. On refait un examen clinique complet avec des tests auditifs à 3 mois. Et après, on fait tous les 6 mois, si l'enfant est symptomatique, tous les 6 mois, on fait un bilan. Si l'enfant est asymptomatique, on fait un bilan tous les ans. Ça veut dire quoi? Un examen clinique et des tests auditifs uniquement. Jusqu'à la rentrée scolaire, 6-7 ans. À l'âge de la rentrée scolaire, si l'enfant va bien, à ce moment-là, ça dépend. Si l'enfant va très bien et nickel avec des tests auditifs strictement normaux, on s'arrête là. Il y en a qui les suivent jusqu'à l'âge de plus de 10 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a une diminution progressive de l'acuité auditive avec le temps et avec des enfants chez qui on a découvert une hypoacousie à l'âge de 10-12 ans. Les facteurs pronostiques, donc il y a bien sûr les facteurs anténataux et postnataux. Le facteur pronostique qui est prénatal, c'est surtout une primo-infection. Voilà. Et puis quand il y a des lésions à l'imagerie cérébrale anténatale. Les formes en postnatal, ça dépend. Vous avez des formes symptomatiques et asymptomatiques. Les formes symptomatiques, elles ont des risques élevés, environ 50% d'avoir des séquelles, alors que les formes asymptomatiques, le risque de séquelles est d'environ 8 à 10%. Alors, est-ce que la charge virale a un intérêt? Oui et non. Plusieurs publications sont faites sur la charge virale en disant que quand il y a un seuil de charge virale supérieur à 3500 copies par millilitre, il y a probablement un risque plus élevé d'avoir une surdité. Et quand vous regardez la valeur prédictive positive, elle est de 8%, négative de 94%. Ça veut dire que la charge virale en elle-même est un indicateur dont il faut probablement avoir connaissance, mais il ne faut pas lui donner beaucoup d'intérêt. L'intérêt, c'est surtout les tests auditifs et le reste, voilà.